Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde où je vais vous parler de BDD, le fameux Behavior Driven Development. Lorsque j'échange régulièrement avec des testeurs, que ce soit dans le cadre d'un entretien ou d'un échange autour d'un verre ou autre, quand on parle de BDD, j'ai eu la fâcheuse tendance à remarquer que cette pratique était souvent réduite à une méthode pour mieux tester et associée au langage Gherkin. Alors pour ma part, je trouve ça un peu dommage parce que je pense que on utilise juste peut-être 5 ou 10% de la capacité de cette méthodologie et c'est seulement le sommet de l'iceberg. Parce que souvent quand je fais des formations sur le BDD, pour pouvoir un peu comprendre l'intérêt de cette pratique qui est vraiment l'amélioration de la collaboration entre les parties prenantes, pour pouvoir mieux comprendre les besoins métiers et produire un code de qualité, si possible, du premier coup, j'aime bien parler de l'historique et de comment ça a été créé. Donc, c'est vraiment en 2003 donc, que Dan North a mis en place le BDD. Donc vous voyez, le manifeste agile, c'est 2001, tout ça, ça ne nous rajeunit pas. Donc c'est assez très proche, c'est dans cette mouvance de pouvoir toujours mieux travailler. Et c'est clairement aussi dans la mouvance de l'extreme programming avec l'émergence du TDD, du Test Driven Development, qui, selon Dan North, n'était pas suffisamment bien compris. Et il a dit, je ne vais pas paraphraser, c'est pas exactement ça, cette phrase-là, il a dit « Behavior is better than a test ». Et donc, il a créé cette démarche BDD pour que les développeurs, d'une part, puissent mieux comprendre l'essence même du TDD et faire du test piloté par le développement, axé sur le comportement et pas sur la ligne de code, grossièrement. Donc, cher expert en software craftsmanship, vous n'êtes peut-être pas tout à fait exact sur les termes que je vais utiliser, mais c'est un peu l'essence même de ce qu'a voulu mettre en place Dan North. Au même moment, l'agilité a dit « c'est génial ce concept-là, ça va nous permettre de favoriser une compréhension partagée et de créer vraiment un rituel, quelque part, qui va nous permettre de bien définir les comportements attendus du système et de pouvoir lever les ambiguïtés dans les différentes parties prenantes de l'équipe. Donc que ça soit côté métier, côté développeur et côté test. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et vous voyez, pour l'instant, je ne vous parle pas de Gherkin parce que cette ambiguous language est apparue quelques années après. Donc on peut faire du BDD sans Gherkin. Ce n'est pas une obligation. Ça peut être un plus si l'équipe sait gérer cette abstraction-là et de pouvoir le mettre en place. Mais la force, c'est pas forcément de faire des specs exécutables dans un premier temps, ni de automatiser mieux les cas de test, c'est déjà de vraiment s'aligner sur la compréhension de l'US, de la feature et de son comportement. Je vais vous donner un exemple que j'utilise souvent en formation, avec une phrase qui paraît toute simple, qui est « Ce matin, j'ai vu mon voisin avec des jumelles ». Cette phrase de quelques mots paraît évidente. Et quand je pose la question, tout le monde me dit « Oui, c'est évident ». Et à ce moment-là, je leur dis « Il y a quand même deux ambiguïtés dans cette question, enfin dans cette phrase-là ». Je leur pose cette question « Qui a des jumelles ?» Donc vous voyez là, ça commence à tiquer un peu, parce qu'on se rend compte qu'il y a une chance sur deux. Parce qu'en effet, avec cette phrase toute simple, j'ai introduit ce qu'on appelle une ambiguïté de contexte. Je n'ai pas mis le contexte nécessaire pour savoir qui
détendait vraiment la vérité sur ça. Donc c'est une chance sur deux. Une chance sur deux, ça va, on peut y arriver si on pose pas trop de questions. On peut avoir coup de chance. Par contre, quand on a des US un peu plus compliqués, avec un contexte plus long, plus complexe, il y a des chances qu'on soit sur une chance sur 3, 4, 5, 10, et donc l'ambiguïté va être très importante et on risque d'aller à droite alors que le métier pensait qu'on allait à gauche. Donc c'est un peu dommage. L'autre ambiguïté qu'on peut avoir, c'est une ambiguïté de vocabulaire. Est-ce qu'on parle de jumelles, les sœurs jumelles, ou de jumelles qu'on va voir au loin? Donc ça, c'est vraiment l'exemple même de ce que je vois régulièrement dans les équipes, où on utilise un mot sans préciser vraiment une définition commune. Et donc ça va être assez compliqué. Et des fois, cette complication est entre deux équipes qui produit un service et qui va être consommé par un autre. J'ai souvenir d'une équipe qui utilisait le mot inventaire pour synonyme de stock. Et donc les équipes qui devaient consommer ça, eux, ils n'avaient pas la même définition du mot inventaire, qui pour eux, c'était s'assurer que ce qu'on a réellement en physique correspond à ce qu'on a ou pas, ou comme écart dans le logiciel. Et donc ça a créé des ambiguïtés et c'était un peu compliqué à gérer et il a fallu vraiment s'aligner parce que ça crée vraiment des distorsions de compréhension et donc de développement et donc de validation par la suite qui pouvaient être assez pénalisantes pour l'équipe. Donc vous voyez, l'intérêt c'est vraiment d'éviter ce que j'appelle moi les bugs de spécification ou de conception. Si on a un développeur, un testeur et peut-être un PO qui ont 3 compréhensions différentes, c'est un peu dommage et on se retrouve avec des phrases comme « c'est pas un bug, c'est une feature ». Et c'est vraiment dommage parce que ça fait perdre du temps. Donc au pire des cas, la feature va en prod mais c'est pas ce qu'on avait prévu, donc est-ce que ça va apporter de la valeur? Ou ça va nous générer une dette technique qu'on va maintenir alors que c'est très peu utilisé? Ou on se rend compte que c'était pas ce qu'on voulait et on doit redévelopper, décaler et reporter le déploiement de cette US. Donc ça n'apporte pas beaucoup de bénéfices et de se dire on n'a pas le temps, il vaut mieux prendre une demi-heure, s'aligner plutôt que redévelopper pendant 4 ou 5 jours une application ou délivrer une application qui va pas du tout, une feature qui va pas du tout apporter la valeur qu'on attendait. Donc c'est une méthode qui doit vraiment favoriser la coopération au sein de l'équipe produit pour concevoir des produits de meilleure qualité. Donc si vous devez retenir quelque chose du BDD, c'est vraiment la coopération, la gestion au commun, d'une compréhension commune des US. Donc avant de vous lancer dans le Gherkin, avant de pouvoir aller là, prenez le temps de pouvoir bien collaborer et de vous aligner pour pouvoir le gérer. Donc j'espère que cette présentation personnelle du BDD vous a plu et que ça va vous donner envie de monter en compétence sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à commenter, que ce soit sur le podcast ou à me contacter sur LinkedIn si vous voulez en discuter avec grand plaisir. Merci à vous tous de m'avoir écouté et je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.